Bonjour à tous. Nous allons maintenant commencer notre deuxième thème de ce webinaire. Après le numérique et agriculture, nous allons attaquer numérique et santé. Alors, numérique et santé, c'est aussi un sujet qui est en plein développement partout dans le monde. En France, on a un très grand plan qui a été annoncé il y a 6 mois par le gouvernement et qui est financé à coups de milliards pour essayer de structurer un petit peu ce domaine qui est foisonnant, avec d'un côté des patients, de l'autre côté des médecins, troisièmement toute une série d'acteurs du monde industriel qui proposent des solutions, et par-dessus tout ça, une réglementation qui est de plus en plus compliquée et qui doit être, chaque étape peut être validée avec un certain nombre de comités qui sont en place et qui, évidemment, nécessitent du temps pour les industriels, des moyens supplémentaires, etc., etc. Donc, on a décidé pour cette session d'inviter Christophe Jacquinet, qui est un expert du sujet parce qu'il a suivi les développements de toute cette activité depuis plusieurs années. Et ensuite, nous donnerons la parole à deux start-up, si je puis dire. Une start-up qui travaille sur un système de réservation de rendez-vous chez les médecins, et un autre service qui s'occupe des patients diabétiques et la façon de les suivre dans un environnement complexe. Et puis nous aurons un expert de chez Dassault Systèmes qui nous donnera sa vision de comment on peut utiliser les données pour faire avancer la science d'un côté, la pharmacopée de l'autre, et voir comment tout ça se développe dans ce contexte compliqué, puisque dès qu'on parle de patients, évidemment, le côté propriétaire des données devient extrêmement important. Personne n'a très envie de voir son pédigré ou son bilan de santé traîner aux yeux de tout le monde, encore moins aux yeux d'un employeur potentiel ou d'une compagnie d'assurance. Et donc, évidemment, c'est un aspect qui est tout à fait important. Donc, je demande à Christophe Jacquinet, qui est avec nous, de prendre la parole et de commencer à nous donner le big picture. Christophe, c'est à vous. Un peu participer à cet échange et puis de vous dresser un panorama de l'intérêt en fait du numérique santé pour les patients en direct ou pour les patients à travers les professionnels. Alors peut-être que les personnes qui participent à la réunion là sont aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous sont des experts ou des professionnels de santé, même du système de santé. Peut-être d'autres ne le sont pas. Donc évidemment, moi j'aurai la possibilité à l'issue de mon intervention d'échanger avec vous, et n'hésitez pas, même au cours de mon intervention, si vous avez des petits points techniques, à m'arrêter pour pouvoir échanger en direct sur l'un ou l'autre des points. Ça sera avec grand plaisir. Je voudrais m'adresser dès maintenant sur un sujet technique aux organisateurs. Je vois devant mes yeux un grand écran avec Académie des technologies. Je ne sais pas si on me voit. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe? On me voit, c'est bon? Moi, je suis à l'écran, ou je ne sais pas si je suis à l'écran. Voilà. Oui, on vous voit très bien. C'est parfait, merci beaucoup. J'aurai une petite présentation tout à l'heure de la politique de la stratégie nationale de santé sur le numérique de santé en France, qui illustrera un peu comment un État et des partenaires peuvent conduire une politique de développement du numérique santé. Et donc, je vous présenterai une diapositive au cours de mon intervention. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Christophe Jacquinet, comme vous l'avez entendu.
J'ai été présenté comme une personne qui avait un regard assez large sur le numérique en santé, en particulier en France, mais pas que. J'ai un parcours de formation médicale, je suis médecin de formation à l'origine. J'ai très peu exercé la médecine parce qu'il m'a paru très intéressant dès le départ de me consacrer à l'organisation du système de santé, et je vais essayer de vous démontrer que le numérique santé est un facteur très puissant d'organisation et d'accès aux soins dans le système de santé. Donc, l'organisation du système de santé, ce qu'on appelle parfois la régulation publique aussi du système de santé, ce sont des sujets qui m'intéressent particulièrement. J'ai réalisé des études pour ça. Après mes études de médecine que j'ai complétées, j'ai dirigé des hôpitaux privés en France, des gros hôpitaux pendant une petite quinzaine d'années. J'ai dirigé une fondation médico-sociale qui s'occupait donc de personnes âgées, de personnes en situation de handicap. Et pendant 5 ans, j'étais haut fonctionnaire pour le gouvernement français, à la tête de 2 agences régionales de santé. J'ai donc dirigé les agences régionales de santé lorsqu'elles ont été créées en France, ces agences étant des regroupements des organisations régionales sous l'égide de l'assurance maladie publique en France, donc la grande caisse d'assurance maladie publique en France, et sous l'égide de l'État, pour avoir un seul acteur dans chacune des régions françaises qui s'occupe de l'autorisation des activités de soins, qui s'occupe des parcours de santé, qui s'occupe du financement des acteurs de santé, que ce soit les hôpitaux, les médecins, les professions de santé, les pharmaciens, les maisons de retraite, etc. Mais qui s'occupe aussi, et ça a été une grande innovation en France qu'on retrouve dans peu de pays, ces agences régionales de santé s'occupent aussi de tout ce qui est ce qu'on appelle la santé-environnement. Par exemple, l'eau qui coule des robinets dans les services privés en France est une eau qui est contrôlée par l'Agence régionale de santé, au même titre que la qualité de l'air, etc. Voilà. L'État, à ce moment-là, a voulu regrouper l'ensemble des moyens intervenant sur la santé humaine dans chaque région. Et c'est ce qu'on appelle les agences régionales de santé, auxquelles j'ai contribué dès leur création. Et puis, maintenant, j'effectue une activité de conseil, en particulier dans le numérique santé. Voilà peut-être aussi pourquoi j'ai en particulier été convié à intervenir devant vous. Cette présentation faite, rentrons directement dans le vif du sujet. Vous le savez, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, on parle beaucoup du numérique et santé, de l'e-health, de la télésanté, de la e-santé, selon la langue qu'on parle. Il y a beaucoup de vocables qui apparaissent depuis plusieurs années maintenant. Mais finalement, peut-être en introduction, je voudrais vous faire part de ma réflexion pour poser les choses en disant, mais finalement, la e-santé, la télésanté, de quoi parle-t-on? Alors d'abord, on parle d'un marché qui est en considérable croissance. Quelques chiffres. Il y a une étude prospective qui a été faite en 2019 qui s'appelle Global Health Outlook 2020, que je vous recommande d'aller lire. C'est une mine d'informations sur la e-santé qui évalue au niveau mondial la valeur du marché dans la e-santé à 234 milliards de dollars à horizon 2023. Donc à horizon 2023, ben c'est demain, c'est dans 2 ans, c'est bientôt. 234 milliards de dollars. Pour l'ensemble du monde, c'est un marché déjà donc, de taille considérable, avec des enjeux, comme on va le voir, qui sont énormes. Donc, on n'est plus aujourd'hui que dans l'innovation technologique ou dans l'innovation d'usage. Évidemment, c'est un marché qui est en très forte croissance. Ça veut dire que le progrès technologique et le progrès en termes d'usage évoluent très, très vite. Le même rapport, donc sorti en 2019, écoutez bien, évalue la croissance de ce marché en seulement 3 ans, donc entre 2019-2020 jusqu'à 2023, une croissance de 160% de la valeur du marché mondial de la e-santé. Donc, ce rapport indiquait que dans les 3 années qui viennent, quasiment, le marché allait plus que doubler. On parle donc de 2,5 fois la taille du marché actuel. Donc, on voit d'une part que c'est déjà un marché très important, mais d'autre part avec une croissance folle. Il y a très peu de marchés aujourd'hui dans le monde, dans d'autres secteurs d'activité, à un tel niveau de maturité. J'insiste, déjà avec un niveau de plus de 200 milliards de dollars imaginé à 2023, donc environ entre 80 et 100 milliards de dollars aujourd'hui, qui ont une telle croissance, plus du double, encore une fois, sur les 3 années à venir. Ça, c'est déjà la taille du marché. Ça vous dit donc, encore une fois, qu'on n'est plus que dans l'innovation technologique ou l'innovation d'usage, mais que c'est déjà un marché qui est déjà actif
dans la plupart des pays. On y reviendra sur la question de la répartition géographique et l'utilisation par les différents pays. Pourquoi c'est un marché en croissance? Parce que notamment, on va dire dans les pays, dans certains pays d'Asie, dans les pays d'Europe et en Amérique du Nord, un vieillissement démographique très important qui s'accompagne de développement de maladies chroniques. Donc de patients chroniques, ça veut dire de patients en fait qui sont malades jusqu'à la fin de leur vie, qui sont porteurs d'une pathologie. Ça peut être le diabète, ça peut être une insuffisance cardiaque, ça peut être une insuffisance respiratoire, et qui donc vont avoir besoin de recourir aux soins, et on le verra tout à l'heure, plus que d'autres, pour une durée de vie jusqu'à la fin de leur vie. Donc on a déjà un premier impact qui est un recours aux soins dans un grand nombre de pays, qui est beaucoup plus important qu'avant, puisque l'espérance de vie et l'espérance de vie en mauvaise santé a augmenté fortement dans ces pays-là depuis une cinquantaine d'années. Un deuxième facteur de croissance de ce marché, les fameux 160% dont je disais que ça allait être le taux de croissance pendant les 3 ans, c'est que le numérique, évidemment, a colonisé l'ensemble des secteurs d'activité, et bien évidemment, pas que le secteur de la santé. Il a colonisé l'ensemble de nos vies professionnelles et personnelles, avec de nombreux usages qui sont maintenant des usages répandus dans d'autres secteurs d'activité, et bien évidemment, le secteur de la santé n'a pas échappé à ces innovations en termes d'usage. Je vais vous donner un exemple. Fin 2019, vous savez ce que c'est que l'Apple Watch, hein, c'est la montre d'Apple et la montre connectée. Fin 2019, les ventes de l'Apple Watch sont plus importantes que la totalité des ventes de l'industrie horlogère suisse, qui est pour nous en Europe une référence, en tout cas en matière de marketing et de qualité, et donc de vente dans ce secteur d'activité. La dernière génération de cette montre connectée, donc qui est une montre, elle est connectée, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec l'industrie horlogère suisse. Elle est capable, pas seulement de donner l'heure, on est bien passé au-delà puisqu'elle est connectée. Elle peut évidemment monitorer l'activité physique, le nombre de pas, vous savez tout ça, mais elle peut maintenant réaliser un électrocardiogramme. Elle peut réaliser un électrocardiogramme comme le ferait un dispositif médical agréé, comme on le connaît depuis toujours. On voit bien donc que dans le monde de la tech, les GAFAM sont beaucoup sur cette question de tech et de santé. Elles se rapprochent du secteur de l'industrie biomédicale pour finalement essayer le plus possible de donner aux patients un peu plus d'autonomie dans leur utilisation. Je parle de patients, ça veut dire qu'on a là une question forte sur l'empowerment, c'est-à-dire l'embarquement des patients dans ces questions pour que le patient soit le plus éclairé pour son information en termes de parcours de soins. Et en ça, les applications mobiles, j'y reviendrai tout à l'heure, et les dispositifs connectés sont un élément essentiel pour le patient du suivi dans son quotidien d'un certain nombre de pathologies, comme le diabète, je le citais tout à l'heure. Concernant ce marché, toujours, on observe une très forte disparité. Alors là, vous le savez, vous qui vivez dans des pays, pour certains que je connais bien, j'ai moi-même, je ne vous l'ai pas dit en introduction, beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, et en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour développer des solutions de télémédecine pendant 3 ans, là, dernièrement. Et on voit bien qu'il y a une très forte disparité entre l'usage qui peut être fait du numérique santé en Europe, aux États-Unis, en Chine, ou donc en Afrique ou en Inde. Aux États-Unis, on voit qu'on a un déploiement très, très intense des innovations dans le domaine médical. C'est la croissance dont je parlais tout à l'heure, hein, et le niveau du marché actuel a été très fortement tiré par les États-Unis jusqu'à encore maintenant. Vous connaissez le Las Vegas Show, où chaque année sont présentées toutes les innovations en matière d'innovation digitale, en matière de santé et pas que. On a là vraiment une culture, une taille de population qui permet un très fort développement de ces innovations. La Chine, évidemment, est un acteur majeur, comme dans beaucoup d'autres domaines de l'innovation digitale, et donc elle l'est aussi dans le domaine de la santé. Elle a été en particulier sur la question de la reconnaissance faciale. Vous savez que la Chine est leader dans le monde sur ce sujet. Et donc, évidemment, elle applique au secteur de la santé un certain nombre de progrès, d'innovations qui ont pu être développés dans d'autres secteurs d'activité que la santé. En Afrique ou en Inde, on a une percée très forte de l'usage du numérique santé. J'étais très frappé, moi, quand je suis venu travailler en Côte d'Ivoire très récemment, et je me disais pendant plusieurs années, de voir à quel point toute la jeunesse utilise des solutions numériques. Je citais l'exemple, par exemple, des e-paiements. L'Afrique est beaucoup plus développée que l'Europe
en matière de, c'est vraiment un exemple que je cite souvent sur le e-paiement, les transferts d'argent par téléphone et pas par smartphone, pour pouvoir payer des services du quotidien, ce que la France ne fait pas. Et donc, vous, en Afrique, vous avez probablement 5 ou 10 ans d'avance sur l'utilisation du numérique dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que demain, l'Afrique aura peut-être de l'avance aussi dans l'utilisation du numérique, du digital, comme un service, comme quelque chose qui fait partie de la vie habituelle. On peut payer son carburant et son essence quand on va à la station-service depuis de nombreuses années en Afrique de l'Ouest, pour les territoires que je connais bien, avec simplement un téléphone. C'est inimaginable en France, il faut encore payer avec une carte bleue. Ça commence à arriver en France, notamment grâce à des applications sur smartphone. En tout cas, la technologie extrêmement simple dont vous bénéficiez en Afrique n'existe pas en France. Ça veut dire que ça arrivera peut-être aussi dans la santé beaucoup plus vite que ce que nous-mêmes, Européens, nous pouvons imaginer dans votre pays. Maintenant, et vous le savez beaucoup mieux que moi, il est évident que la e-santé, si elle peut apporter des solutions, ne peut pas remplacer le manque de médecins ou le manque d'équipements, puisqu'on le verra, si c'est un outil d'information, il faut tout de même que nous ayons encore des professionnels de santé pour réaliser des prises en charge médicales. Quelques petits mots pour vous parler des grandes tendances en matière de santé numérique dans les années à venir. Je vous ai dit qu'on avait donc une base très solide, d'un marché très puissant et en très forte croissance, mais finalement, ce marché aujourd'hui en matière de technologie, d'offres, d'innovation, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'un point de vue technologique, évidemment, vous avez entendu parler du cloud computing, vous avez entendu parler, on en parle souvent, des progrès qui sont proposés en matière d'intelligence artificielle en santé. Je prends l'exemple en intelligence artificielle, peut-être vous avez, certains d'entre vous, déjà entendu parler de ce qu'IBM a proposé déjà il y a plusieurs années en matière de système expert pour pouvoir faire du diagnostic en intelligence artificielle. Il y a eu toute une expérience menée sous l'étiquette Dr Watson par IBM, lequel Dr Watson était en fait des serveurs avec de l'intelligence artificielle qui pouvaient résoudre des diagnostics en ingérant des centaines de milliers de publications, notamment en matière de cancérologie. Quand on sait qu'il y a dans le monde plus de 100 publications par jour en matière de cancérologie, on voit bien qu'un médecin, même cancérologue, ne peut pas avoir la même rapidité, la même connaissance de l'évolution, notamment des protocoles en matière de traitement de cancer selon les cancers, qu'un ordinateur qui, lui, avec un système expert en intelligence artificielle, permettrait de le faire. Et donc, il a été prouvé pour ces spécialités-là, ou même pour des recours en médecine générale, que le système expert en intelligence artificielle d'IBM, appelé Dr Watson, était un outil qui permettait, dans 9 cas sur 10, à distance, uniquement en dialoguant avec un patient, d'avoir, dans 9 cas sur 10, un résultat diagnostique, y compris en médecine générale, supérieur en termes de qualité et de résultats à un médecin généraliste qui, lui, non pas à distance mais en présentiel, peut, en plus de l'interrogatoire qu'il fait avec le patient, ce que faisait le Dr Watson d'IBM, de réaliser un examen clinique avec un stéthoscope ou par de la palpation du patient. C'est dire à quel point l'intelligence artificielle en matière de santé va évidemment se développer. Alors, qui dit intelligence artificielle dit évidemment big data. On est là sur, et ça c'est des choses que vous connaissez, qui ne sont pas spécifiques au secteur de la santé, l'explosion de la data et surtout l'explosion de l'usage et de l'utilisation de la data qui peut être faite pour nourrir des systèmes d'intelligence artificielle. Deuxième point en matière de tendance, en matière de santé numérique, c'est peut-être plus spécifique cette fois-ci au secteur de la santé. Le numérique santé permet de collecter des données de plus en plus en vie réelle. Ça veut dire que précédemment, on était peut-être sur des modèles où on pouvait jusque-là recueillir des données en matière d'essais cliniques. Et donc, pour la réalisation de la commercialisation d'un médicament, il fallait passer par des étapes d'essais cliniques. Aujourd'hui, les données en vie réelle peuvent être recueillies directement pour vérifier la façon dont un patient réagit à un traitement avec un système de suivi, un système d'enregistrement. Le numérique, tout ça permet de le faire, ce qui, pour l'innovation thérapeutique, est souvent un facteur de progrès et en tout cas d'avancée dans l'innovation très, très important. Quand vous pouvez tester directement en vie réelle un procédé thérapeutique, que ce soit un médicament ou un dispositif médical, et vous pouvez en suivre les résultats immédiatement. Et à tout instant, dans la vie réelle du patient, vous imaginez le levier énorme que ça peut être en matière de progrès et surtout
de négociation avec les autorités qui, elles, peuvent financer ce progrès thérapeutique. Troisième grande tendance, c'est évidemment la question, j'en ai parlé déjà, mais si on revient au big data, c'est évidemment l'exploitation très, 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 très importante avec évidemment des multiplications d'exploitation de données. Probablement, les rapports indiquent, les études indiquent qu'on va probablement multiplier par 10 le nombre de données de santé en 5 ans. Ça, c'est une réalité. Cette croissance-là est très forte. Mais, vous le savez, elle implique en contrepartie des besoins très, très importants en cybersécurité. Et la question de la cybersécurité sur le marché de la e-santé, de mon point de vue, va devenir un enjeu qu'on voit poindre comme un enjeu majeur, parce que là, c'est la liberté des individus, c'est le respect du secret médical, c'est le levier de confiance que les individus, les patients et leurs familles peuvent faire au système de santé et à l'utilisation de leurs données. On voit aujourd'hui, vous le savez, en Afrique, mais comme en Europe, comme aux États-Unis, comme dans n'importe quel pays, une explosion des attaques en matière de cybersécurité pour utiliser des données qui sont ensuite revendues sur le marché, sur le black market du dark web à des montants financiers très importants. Donc c'est surtout du pillage de données de santé, moins pour faire du chantage, mais beaucoup plus à visée économique. C'est-à-dire que des acteurs n'hésitent pas à acheter, les acteurs économiques n'hésitent pas à acheter sur le dark web aujourd'hui des données de santé. On dit qu'un dossier médical de patient peut peut-être être acheté entre 200 et 300 euros sur le marché aujourd'hui en Europe, ou en tout cas dans les pays occidentaux. Donc cette question de la cybersécurité va évidemment devenir un aspect très important. Plus les datas en santé vont augmenter, plus évidemment les enjeux de sécurité seront importants. Enfin, dernière tendance générale, c'est évidemment, et c'est un peu lié aux questions dont on vient de parler, c'est la réflexion éthique. La question de la gouvernance des données, dès lors que celles-ci vont nous envahir, dès lors qu'elles vont être de plus en plus utilisées, elles vont être utilisées pour quoi? Ce n'est pas simplement la question de la sécurité pour éviter qu'elle fuite et que des informations confidentielles soient révélées, c'est aussi l'enjeu éthique derrière l'utilisation de ces données. Et vous savez de ce point de vue qu'il peut y avoir des positions très très différentes. D'un point de vue national, la Chine a une position très différente de l'Europe sur la question de l'utilisation des données en général, pas seulement des données de santé. C'est la question des questions éthiques qui sont très fortes, sur la question de la manipulation ou non du génome, de la manipulation donc d'un certain nombre d'informations, mais à quelle visée? Et donc cette question éthique va devenir là aussi pour les États, en particulier pour les États, une vraie réflexion, en particulier pour la France et l'Europe. C'est aujourd'hui un sujet qui est très très fortement mis en avant. Enfin, je terminerai sur un point en matière de tendance qui me semble important, c'est ce qu'on appelle les thérapies digitales. On prescrira demain, sur ordonnance, des applications qui seront capables de délivrer des conseils aux patients pour améliorer son hygiène en fonction des différentes pathologies qu'il peut avoir. Je parlais notamment des pathologies chroniques. On pourra conseiller aux patients des thérapies digitales, c'est-à-dire des applications numériques qui lui permettront d'observer un peu mieux son traitement, voire de contrôler s'il prend bien ses médicaments, qui permettra de contrôler aussi le dosage de traitement médicamenteux. Toutes ces questions, aujourd'hui, on imagine le digital, et on va y revenir sur les différents usages, comme un facteur de progrès, notamment dans l'accès à l'information, j'y reviendrai après, mais on voit aussi qu'un certain nombre d'organismes d'assurance maladie, je pense à la Sécurité sociale française, sont sous pression d'un grand nombre d'acteurs et de médecins qui disent aujourd'hui, vous prescrivez un médicament pour améliorer la santé d'un individu. Pourquoi demain on ne prescrira pas l'utilisation d'une application numérique qui permet à un patient de se soigner? Et se soigner, ce n'est pas simplement prendre un médicament, ça peut être aussi suivre sa maladie, améliorer les paramètres de sa maladie, notamment si on a une pathologie chronique. Alors, dernier point, en termes d'usage, deuxième partie de mon intervention, en termes d'usage et d'intérêt pour les patients, c'est la question qui est posée. Je voudrais vous délivrer une réflexion sur, une fois que je vous ai dit que le marché était important, une fois que je vous ai indiqué qu'il y avait des grandes tendances technologiques que j'ai résumées brièvement
sur les 5 ou 6 points que je vous ai indiqués. La question qui est posée fondamentale, c'est tout ça. La technologie existe, le financement dans certains cas existe, on y reviendra. Quel intérêt pour les patients? Alors, moi, je vois 3 types d'usages et d'intérêts pour les patients que je résumerai en un. D'abord, la numérique santé permet aux patients et à ses proches d'accéder à une information. Deuxième type d'usage, le numérique en santé permet de mieux interagir pour le patient avec les professionnels de santé, ou en tout cas le service santé, l'hôpital avec lequel il est en contact. Donc, c'est la question de l'interaction, de l'amélioration de l'interaction. Et puis, un troisième type d'usage, c'est l'impact sur les soins et le progrès dans les prises en charge thérapeutiques. Alors d'abord, l'information. Le premier bénéfice que peut tirer un patient de l'augmentation des solutions numériques pour sa santé, on va dire, c'est peut-être d'abord l'information sur sa maladie. C'est quelque chose qui n'est pas récent. Vous avez des sites internet qui se sont développés. Quand chacun a une petite pathologie ou un petit bobo, quand on a un accès internet, par smartphone ou sur son ordinateur, on a forcément envie d'aller voir. J'ai un petit signe, quel est le diagnostic? Tiens, comment il faudrait que je me soigne? Et de nombreux médecins, de très nombreux médecins, ont mal vécu dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, l'explosion de l'accès par les patients à Internet pour faire son propre diagnostic, voire même conseiller son médecin pour sa thérapie. Et certains médecins que je connais bien me disaient aujourd'hui, j'ai quasiment un patient sur 2 qui arrive dans mon cabinet de consultation avec son smartphone allumé, qui me montre le smartphone, qui me dit « Docteur, vous ne croyez pas que j'ai ça comme pathologie ?» Ou si je leur mets un traitement en route, ils vont me dire « Docteur, vous ne croyez pas qu'il faudrait que vous me soigniez différemment parce que voilà ce que j'ai lu sur Internet ?» Un exemple, vous connaissez peut-être le site français qui s'appelle Doctissimo. Doctissimo est un site qui a été créé une petite quinzaine d'années, qui est un site qui délivre de l'information en ligne sur les pathologies, les traitements, qui permet aussi d'avoir des chats et des groupes de patients qui peuvent s'exprimer sur un certain nombre de pathologies. Le site Doctissimo en France est le site le plus visité par les Français. Je vais vous donner un seul chiffre. En mai 2019, le site Doctissimo a eu 14 millions de visiteurs uniques, c'est-à-dire 14 millions de personnes qui sont venues sur le site, sur une population française de l'ordre de 66 millions de Français. Vous voyez que sur un seul mois, c'est un chiffre absolument considérable et aucun site Internet en France aujourd'hui a ce niveau de fréquentation. Et donc, on a des gros sites américains, des gros sites en Chine aussi, qui sont des sources de données importantes, d'informations importantes pour les patients. Deuxième sujet en matière d'information, un grand nombre d'applications numériques en santé permettent aux patients de mieux s'orienter dans le système de santé. Ce n'est pas simplement être informé sur la pathologie, éventuellement que j'ai, la maladie que j'ai, etc. C'est j'ai besoin d'accéder au système de santé. Alors, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un hôpital, ça peut être une infirmière. Est-ce que les outils numériques me permettent d'accéder aux services comme je ne sais pas, je voyage, j'ai besoin de prendre un hôtel à un endroit où j'ai besoin d'aller dans mon pays, dans telle ville, je vais pouvoir accéder à un espace numérique, en tout cas une solution numérique qui va m'aider à m'orienter dans la ville ou qui va m'aider à savoir si je dois aller visiter plutôt telle ou telle chose ou aller voir tel ou tel musée ou tel endroit du territoire sur lequel je suis. Eh bien, cette idée de numérique santé GPS, c'est souvent comme ça qu'on dit, c'est-à-dire un outil qui permet de s'orienter dans le système de santé. Un très bon exemple en France depuis une petite dizaine d'années, c'est les sites qui permettent de mettre en avant des médecins, de trouver un médecin. Je pense à l'application Doctolib, qui est aujourd'hui la plus utilisée en France sur ce sujet. Et donc, si j'ai besoin d'un médecin, je peux aller, ou d'un professionnel de santé, je peux aller sur ce site et je vais voir dans ma région, dans ma ville, quels sont les médecins éventuellement avec qui je pourrais rentrer en contact parce que j'ai un besoin, ou quels sont les hôpitaux ou les cliniques sur ce sujet. Mais vous avez aussi des sites qui commencent à se développer sur le site d'évaluation du médecin ou du service de santé. Je pense à Google. Peu de médecins d'ailleurs en France le savent et vont voir, mais vous avez aujourd'hui pour un service de santé, un hôpital ou même un médecin à titre individuel, comme n'importe quel service, lorsque vous allez sur Google et que vous tapez le nom d'un médecin ou d'un hôpital, vous avez la possibilité de voir quels sont les avis qui sont émis sur ce médecin
ou sur cet hôpital. Et vous avez vous-même la possibilité, chacun a la possibilité sur Google d'émettre un avis personnel avec des étoiles pour évaluer le service qui a été mis. Et on est donc bien dans des sites qui permettent d'informer le patient ou sa famille et de s'orienter dans le système en disant je vais voir plutôt tel ou tel service ou j'ai dans mon territoire, à proximité du lieu où je vis, tel ou tel service que je voudrais solliciter pour ma santé. En France, on a un dispositif aujourd'hui très particulier qui est à l'expérimentation qui s'appelle le SAS, qui s'appelle le service d'accès aux soins, qui est une sorte de grande plateforme publique qui est en train de se mettre en place et qui va couvrir l'ensemble des services d'urgence par l'intermédiaire des SAMU. Donc ça, c'est pour l'urgence vitale, mais aussi, ce qui est tout à fait nouveau, l'accès à des services de soins non programmés. J'ai par exemple besoin d'une consultation chez le médecin généraliste, pas en urgence, mais rapidement, c'est-à-dire dans un délai de moins, par exemple, de moins de 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir en France des rendez-vous avec des médecins généralistes ou des ophtalmos à 2 ou 3 jours. Et donc, ce service qui est mis en place par l'État, et pour l'instant fait l'objet d'une expérimentation, va s'appuyer sur une plateforme numérique qui va permettre à un patient d'avoir du conseil, d'avoir des informations sur tel ou tel médecin qui serait disponible dans un délai assez court, ce qu'on appelle des consultations non programmées, pour pouvoir le recevoir, alors que peut-être ce n'est pas son médecin habituel qui, lui, a un planning qui est complet et qui ne va pas pouvoir recevoir le patient dans un délai relativement court. Voilà, c'est une expérience publique qui est menée aujourd'hui sur la base du numérique en santé, et l'État français, le gouvernement français, pense que ça va beaucoup aider le patient à s'orienter dans le système de santé. Deuxième type d'usage dont je vous parlais concernant le numérique en santé, notre deuxième type de bienfaits qui peuvent être apportés par le numérique en santé pour les patients et leurs familles et leurs proches, c'est ce que j'appelle les interactions, l'amélioration des interactions entre le patient d'un côté et les professionnels de santé, les services de santé de l'autre. On appelle notamment ces solutions qui facilitent l'interaction avec les professionnels de santé, on les regroupe souvent peut-être sous un... Excusez-moi. Est-ce que les personnes qui participent peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. On a une appellation qui s'appelle les innovations numériques point of care. Alors en anglais, point of care, c'est-à-dire des innovations qui sont des innovations entre guillemets au pied du patient, c'est-à-dire qui rapprochent le patient. C'est-à-dire tout ce que le numérique fait pour rapprocher le patient de son service de santé. Et ces innovations-là ont pour effet de modifier la relation entre le patient et les services de santé. C'est d'abord du patient pour bénéficier d'un service de santé. Je vais prendre un exemple, la téléconsultation médicale. Vous savez qu'en France, et on commence aussi en Afrique à avoir de nombreuses offres en matière de téléconsultation médicale, c'est tout simple, cette téléconsultation médicale, c'est une innovation point of care, dans le sens où elle évite aux patients de se déplacer pour avoir un avis médical, voire un diagnostic médical, voire un traitement à distance. Deuxième élément de raccourcissement de ce que permet les innovations point of care, c'est la réduction du temps passé. On a dans un certain nombre d'innovations numériques pour l'interaction entre le patient et ses professionnels de santé, un raccourcissement du délai de prise en charge par le professionnel de santé. Je vais prendre l'exemple de la téléexpertise médicale. La téléexpertise médicale permet à un professionnel de santé, à un médecin, d'envoyer un dossier médical numérique à un autre médecin pour lui demander son avis. Par exemple, je suis médecin généraliste, je voudrais avoir l'avis d'un cardiologue, mais plutôt que d'attendre que mon patient prenne rendez-vous avec le cardiologue, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis médecin généraliste, j'ai un outil qui s'appelle un outil de téléexpertise médicale qui me permet d'envoyer toutes les données au cardiologue, les données de mon patient, bien sûr, en lui posant une question pour avoir son avis, et ce qui permet ensuite au médecin cardiologue de répondre à la demande d'avis au médecin généraliste, donc dans un temps qui est beaucoup plus réduit, plutôt que ce qu'on faisait avant, envoyer le dossier éventuellement par la poste, voire adresser le patient au médecin cardiologue. Si c'est possible, cette téléexpertise médicale est une innovation point of care qui va énormément se développer dans le monde, et notamment, je pense, à des territoires
qui n'auraient pas de médecin ou qui manqueraient de médecins, que ce soit d'ailleurs en France ou en Afrique, en particulier effectivement dans des territoires où il manque beaucoup de médecins, je pense en particulier à certains pays du continent africain, pour lequel il est tout à fait envisageable que des médecins, généralistes en particulier, ou des médecins d'une certaine spécialité, puissent avoir besoin d'un avis auprès de médecins indiens, ou auprès de médecins français, anglais, ou auprès de médecins américains, donc à distance, parce que la ressource médicale spécialisée n'existe pas sur le territoire ou dans le pays du patient donné. Troisième type de modification, on va dire, d'une certaine dimension de rôle d'interaction entre le patient et les professionnels de santé dans le cadre des innovations numériques point of care, c'est la réduction du nombre d'intervenants professionnels auprès du patient. Je vais vous donner un exemple. On a sur smartphone aujourd'hui des startups qui ont développé des applications numériques qui permettent de faire un diagnostic de la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, c'est le cœur qui a des arythmies, c'est-à-dire qui bat pas très bien, qui bat de façon irrégulière et qui peut avoir des conséquences graves pour certains patients, notamment des conséquences en matière d'accidents vasculaires cérébraux. Nous avons aujourd'hui sur le marché des applications qui sont disponibles sur smartphone, tout simplement avec une petite technologie qui permet à un patient de vérifier à travers sa peau, à travers la peau de son doigt, par exemple, s'il souffre ou non de pathologies de type arythmie. Or, la fibrillation atriale, c'est-à-dire une arythmie, c'est-à-dire, comment vous dire en langage non médical, une modification du rythme cardiaque sur les oreillettes du cœur, qui est une partie de l'organe du cœur, est aujourd'hui la pathologie cardiaque la plus répandue dans le monde. Pas seulement en Europe, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Afrique ou en Inde, ou dans d'autres grands pays, ou en Chine. C'est aujourd'hui la pathologie la plus répandue. Elle est souvent non diagnostiquée. En Europe d'ailleurs, on dit que seulement à peu près un patient sur deux, à peu près en Europe, ont un diagnostic de leur fibrillation atriale. Or aujourd'hui, vous pouvez, pour pas trop cher, et notamment demain, de plus en plus, on pourra pour pas trop cher s'abonner à un service qui permettra d'avoir ce diagnostic. On voit bien là qu'il y a un nombre important d'intervenants qui n'interviennent plus, le cardiologue, la manipulatrice, éventuellement l'assistante du cardiologue qui va poser ce qu'on appelle un holter, c'est-à-dire faire un enregistrement avec un appareil spécifique pendant plusieurs jours. On voit là que les innovations point of care et le numérique permettent, dans un certain nombre de cas, pas toujours, mais en tout cas certaines innovations, permettent de réduire considérablement l'intervention de professionnels de santé. Un autre exemple à ce sujet, c'est par exemple quelque chose qui est en train de beaucoup se développer, ce sont les petites échographies portatives. Alors, un petit échographe qui permet, avec un smartphone, de la taille à peu près d'un smartphone, au lieu d'aller chez le radiologue dans un gros cabinet de radiologie, d'utiliser ces échographes, ces petits appareils d'échographe pour faire du diagnostic à distance, aidé évidemment par un professionnel de santé à distance qui pourrait aider à faire le diagnostic. Enfin, troisième type d'usage, troisième révolution des usages concernant grâce au numérique santé, c'est l'usage du numérique santé pour la prise en charge elle-même du patient, pas seulement pour son information, pour son orientation, pas seulement pour l'interaction que le patient peut avoir avec le professionnel de santé, mais réellement, on va dire, c'est l'invisible, c'est tous les effets invisibles pour le patient. Alors, ça peut être évidemment des outils de coordination entre professionnels de santé. Je pense évidemment aux dossiers médicaux informatisés. Je le disais tout à l'heure, lorsque des professionnels adressent ou utilisent un dossier médical qui est informatisé, ils le partagent plus. Donc, il y a une réunion de l'ensemble des professionnels de santé qui est un facteur de sécurité et de qualité des soins pour les patients. Et ça peut être aussi une solution, par exemple en France, qui se développe beaucoup, qui s'appelle la solution Entracte, qui est une solution qui permet à un professionnel de santé, lorsqu'il a un patient à prendre en charge, mais que lui-même n'est pas de la même spécialité, si par exemple un médecin généraliste a besoin d'une infirmière pour un patient, il peut solliciter, grâce à une application numérique, un autre professionnel de santé, une infirmière, en disant voilà, j'ai tel patient, vous êtes sur son territoire, vous êtes peut-être son infirmière, mais peut-être pas. Est-ce que vous pourriez prendre ce patient dans un délai de 8 heures, de 12 heures, de 24 heures, donc un délai qui est enregistré par le professionnel de santé, qui sollicite en fait une communauté de professionnels de santé. Vous verrez, dans les années qui viennent, et notamment en Afrique, vous verrez que ce type de solutions, qu'on appelle des solutions numériques de coordination sur un territoire entre professionnels de santé, sont des solutions qui vont énormément se développer parce qu'on sait bien, et de plus en plus, qu'il y a besoin de coordonner les professionnels de santé et que le téléphone ou le SMS ou le WhatsApp ou le papier ne suffisent plus pour mettre plusieurs professionnels de santé autour du patient, pas forcément au même moment,
mais dans ce qu'on appelle un parcours de soins, et que mieux ce parcours de soins est coordonné, et bien évidemment, mieux le patient va être pris en charge. Et pour ça, le numérique santé, grâce notamment aux solutions sur smartphone, peut être un formidable outil pour les professionnels de santé au service du patient. Mais évidemment, tout ce qui est invisible par le patient, parce que ce sont des solutions biomédicales qui sont utilisées, évidemment, là, le numérique santé permet des progrès technologiques et des progrès dans la prise en charge considérables. Vous avez entendu parler des robots chirurgicaux. Il n'y a quasiment plus une spécialité dans les pays qui peuvent s'acheter des robots. Par exemple, en France, vous n'avez quasiment plus une spécialité en digestif, en urologie, qui n'utilisent pas de robots au bloc opératoire, c'est-à-dire d'outils qui aident le professionnel, le médecin, le chirurgien, à être plus précis dans son geste opératoire. Et vous avez certainement entendu parler d'expériences qui ont déjà été menées, où cette fois-ci, le chirurgien n'est plus dans la salle d'opération dans laquelle se trouve le patient. Le chirurgien est à distance de la salle d'opération. Il utilise un robot qui, lui, est dans la salle d'opération au-dessus du patient, donc sur le champ opératoire du patient. Et ce chirurgien à distance va pouvoir opérer le patient grâce à un robot. Et ce médecin peut être au bout du monde par rapport à l'endroit où se trouve ce patient. Voilà qu'on a une révolution dans les outils biomédicaux, dans les équipements biomédicaux utilisés par les professionnels de santé. Et évidemment, dans l'intérêt d'un geste qualitatif, en tout cas de qualité, ou d'un accès aux soins, quand certains patients à certains endroits ne pourront pas bénéficier d'une hyper-spécialisation d'un chirurgien, je pense à la neurochirurgie par exemple, certains patients qui n'ont pas à proximité dans leur environnement d'offres de neurochirurgie pourront bénéficier de l'intervention de neurochirurgiens qui peuvent être dans d'autres pays. Troisième élément en matière d'utilisation, pas toujours visible par le patient du numérique en santé, c'est évidemment tous les traitements, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'utilisation de la data, la découverte du génome, l'exploration du génome qui n'aurait pas pu se faire sans numérique. On voit qu'on est dans la problématique de traitement d'énormes bases de données et que l'utilisation, la rapidité d'utilisation, la taille des serveurs, etc. ont permis de développer. Dernier point, est-ce qu'un organisateur peut m'indiquer, comme mon intervention a démarré un quart d'heure plus tôt que prévu sur le programme initial, est-ce qu'un organisateur, s'il vous plaît, peut m'indiquer combien de temps il me reste? Il n'y a plus d'organisateur. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Merci beaucoup. Oui. Alors, je vais même prendre probablement un tout petit peu moins de temps que cela. J'espère vous qui m'écoutez, que vous me suivez et que je ne vous apporte pas trop d'informations déstructurées. Donc, je vais terminer par un troisième point. Une fois qu'on a parlé du marché, c'est-à-dire de la taille du marché en matière de numérique santé et ses grands enjeux en termes d'évolution, une fois qu'on a envisagé, et certainement vous aurez des interventions sur cette question en particulier de l'usage par les patients et du bénéfice qui peut être apporté aux patients, je voudrais vous terminer sur une troisième partie qui sera plus courte que les deux autres, vous indiquer comment tout ça peut se mettre en musique. Parce qu'en fait, on observe, et c'est le cas dans de nombreux pays, on observe que ce n'est pas parce que le progrès technologique existe, et il existe, on l'a dit très fortement, et ce n'est pas fini sur le numérique en santé, que ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des bénéfices pour les patients ou des usages qu'on envisage tous, comme pouvant être absolument formidables pour le progrès médical, que finalement ça marche. Ce n'est pas parce que ces éléments-là fondamentaux existent que tous les pays ont un accès à ces systèmes et à ces innovations numériques santé. Il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte pour faire en sorte que le numérique santé puisse être utilisé par des patients dans des systèmes de santé. Alors évidemment, il y a le premier élément qui est l'élément du financement. Vous le savez aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, quel que soit le système de santé, vous avez des systèmes de santé dont le financement est plutôt collectif, c'est-à-dire plutôt solidaire au sein d'un État. C'est évidemment le cas en Europe, c'est évidemment le cas en France, à travers notre système de sécurité sociale nationale, qui prend à sa charge presque 90%, presque 90% de la totalité des dépenses de santé, les 10% restants étant financés en grande partie par des assurances santé, des assurances qu'on appelle complémentaires, et puis quelques pourcents en direct par le patient. Mais ce financement, il existe dans certains autres pays de façon plus individuelle ou avec des assurances privées commerciales, qui sont souvent fournies par l'entreprise. Je pense aux États-Unis,
ou je pense à d'autres systèmes de santé. Et puis, vous avez évidemment, et c'est le cas notamment en Afrique, puisque en Afrique de l'Ouest en particulier, en Afrique francophone de l'Ouest, nous avons seulement 5% des patients qui bénéficient d'un contrat d'assurance santé. Ce contrat d'assurance santé est dans la quasi-totalité des cas des contrats d'assurance santé fournis par l'entreprise. Mais ça veut dire qu'il y a 95% des patients, des personnes de ces pays qui ne bénéficient pas d'une couverture santé, qu'elle soit publique par un État ou par une assurance santé nationale, ou qu'elle soit privée par une couverture santé assurantielle. Donc, 95% des patients financent leurs soins directement de leur poche. Donc, c'est un financement dit individuel. Évidemment, la question qui se pose là, c'est les ressources. On voit très bien qu'il y a une évolution du progrès en matière de numérique santé qui est souvent liée et qui est souvent en rapport avec la richesse par habitant de l'ensemble de ces pays. Mais j'ai indiqué en introduction que j'ai été moi-même très surpris quand je suis venu en particulier travailler en Côte d'Ivoire sur l'énorme appétence de la jeune génération. À Abidjan, je voyais, et peut-être il y a parmi vous des personnes de Côte d'Ivoire là, qui m'écoutent, mais j'ai une vraiment très très forte surprise quand nous avons développé des activités de télésanté en Côte d'Ivoire, de voir que ce qui pour nous Français est quelque chose de très surprenant, de voir qu'à Abidjan, une grande partie de la population, comme lorsque nous faisions des enquêtes dans la rue sur l'usage du numérique, avait 1, 2, voire pour certains 3 smartphones. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisaient ces smartphones en fonction des opérateurs de téléphonie, chose très peu imaginable en France, où vous avez en général un smartphone parce que vous avez un smartphone privé et puis éventuellement un smartphone professionnel. Et c'est très rare en France de voir des personnes qui utilisent plus de 2 smartphones, et même le nombre de personnes qui utilisent le smartphone est très rare. C'est un indicateur un indicateur qui permet de comprendre que l'accès à Internet, et donc l'accès au numérique santé, je le disais tout à l'heure, dans un certain nombre de pays, même si la ressource financière n'est pas là, l'aspect fondamental, c'est-à-dire le facteur clé de succès qui permet de développer le numérique santé, en tout cas est très présent. Le deuxième point, et c'est là, sur cette question de l'accompagnement de la croissance du numérique santé, c'est là où je voulais vous partager un petit diaporama, si j'arrive à le faire. Voilà, vous allez bientôt voir apparaître. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer si vous voyez apparaître une diapositive avec une petite maison jaune et verte? Oui, on le voit. Oui, on voit. Merci beaucoup. Parce que comme je n'étais pas sûr de l'utilisation, on n'avait pas testé avant, donc tant mieux, ça marche bien. Vous avez là un exemple, c'est l'exemple français, d'une politique du numérique santé pour permettre de développer ces usages. Je vais prendre juste 5 minutes sur ce sujet, pour ne pas être trop bavard, parce que ce n'est pas le sujet essentiel, mais c'est un des sujets de facteurs clés de succès qui permet en fait, aux patients de bénéficier de services de numérique en santé. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui dans un État, quel qu'il soit, quel que soit son système de santé, une dérégulation complète de l'usage du numérique santé. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de facteurs de succès qui relèvent d'une organisation, alors souvent une organisation étatique, minimum, ou en tout cas d'une organisation au sein d'un système de santé. Ça peut être un réseau très puissant d'assurance santé, je pense aux États-Unis, qui peut mettre en place un certain nombre de facteurs clés de succès qui permettent aux patients de bénéficier du numérique santé et surtout de faire en sorte que le numérique santé puisse se développer dans ce réseau-là. Alors en France, on est dans un système très particulier, qui, vous savez, qui est très administré, c'est-à-dire le système de santé français est régulé par des autorités publiques, le ministère de la Santé en particulier, et l'assurance maladie publique, l'assurance maladie nationale. Et à travers ce schéma, vous voyez que l'objectif du gouvernement français et du système de santé français se résume dans cette petite maison, vous voyez au centre de cette diapositive, en jaune et en vert, avec 3 pans. D'abord, le premier pan, c'est le toit. Vous voyez que c'est marqué Health Data Hub, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement français veut mettre en place un système organisé, contrôlé, qui permet à des opérateurs d'utiliser des données de santé pour faire de la recherche en particulier ou pour améliorer le fonctionnement du système de santé, ce qu'on a appelé donc Health Data Hub, c'est-à-dire que toutes les bases comportant les données de santé, les bases de l'assurance maladie, toutes les data santé qui sont des data santé qui sont hébergées par des acteurs publics, ça peut être des hôpitaux publics, ça peut être d'autres sources de données, pourraient être utilisées dans un même registre par des personnes qui veulent faire
progresser le système de santé pour faire de la recherche clinique, mais qui peuvent aussi faire progresser le système de santé pour faire de la recherche sur l'organisation du système de santé. Premier pan. Le deuxième pan, qui est organisé aujourd'hui par l'État français, c'est la mise en place à très court terme, on parle déjà de l'année prochaine, de ce qu'on appelle un bouquet de services pour les professionnels de santé. Il y aura très prochainement une sorte de magasin, une sorte de store, comme on dit en anglais, accessible par tout professionnel de santé, qui proposera à ces professionnels de santé des applications, qui seront des applications qui pourraient être utilisées par le professionnel de santé. Je vais donner un exemple. En cardiologie aujourd'hui, se développe un grand nombre d'applications qui permettent de surveiller le patient à domicile. Par exemple, un patient qui serait insuffisant cardiaque, on va lui proposer de surveiller que le patient envoie des données régulièrement sur son poids, sur son essoufflement, sur son régime alimentaire, sur des choses comme ça, pour l'aider à gérer sa maladie. Nous aurons un magasin d'applications numériques pour lequel les professionnels de santé pourront télécharger des solutions qui permettront d'organiser la surveillance du patient à domicile lorsque, par exemple, c'est un patient en maladie chronique comme une insuffisance cardiaque. Troisième pan de l'organisation en termes de plateforme numérique sous l'égide du ministère de la Santé et précisément de l'Agence numérique en santé française, c'est la possibilité, cette fois-ci pour les patients, pour les citoyens français, de bénéficier de services dans un espace numérique qui s'appellera Mon Espace Santé. Alors dans cet espace santé, on va y retrouver bien évidemment le dossier médical du patient, le DMP par exemple, ou d'autres applications qui sont des applications qui lui permettent de gérer sa santé, pas forcément avec un professionnel de santé, mais ces applications feront l'objet d'une labellisation par l'État français en disant cette application numérique santé, nous confirmons par exemple qu'en matière de sécurité, je parlais de cybersécurité tout à l'heure, elle correspond à des normes qui sont des normes qui ont été édictées par la France et par l'Europe, ou alors que cette application numérique n'est pas une application fantaisiste, mais qu'elle vous permet réellement de prendre en charge votre santé ou d'avoir des interactions avec un professionnel de santé. Je parlais par exemple là d'une application numérique, par exemple, qui permet de suivre sa pathologie chronique avec un professionnel de santé. Voilà. Donc on a d'abord l'objectif d'avoir des plateformes numériques santé qui vont permettre de développer l'usage du numérique santé. Et puis vous voyez en dessous de cette maison les fondations de la maison, une fondation qui s'appelle Service Socle, une autre fondation qui s'appelle Référentiel Socle, et je terminerai par là. Cette première fondation qui permet de construire la maison est une fondation sur les services. J'ai parlé du dossier médical personnalisé, vous voyez que c'est marqué en petit, la DMP. Il faut évidemment qu'il y ait un certain nombre de services d'abord qui permettent de démarrer une offre numérique santé. Je parlais tout à l'heure de l'agenda à travers le service d'accès aux soins, pour que des patients puissent utiliser ce service d'accès aux soins pour prendre des rendez-vous pour des consultations non programmées. Vous avez aussi des messageries sécurisées, MSS, messagerie sécurisée santé pour les professionnels de santé et les citoyens. Et puis en dessous, vous avez le socle du socle, les fondations de la fondation, qui s'appellent des référentiels, c'est-à-dire qu'évidemment, là, l'État français intervient pour dire en matière d'éthique, en matière de sécurité ou en matière d'interopérabilité, c'est-à-dire la façon dont les professionnels et les industriels vont permettre à leurs solutions numériques de communiquer ensemble, c'est ça l'interopérabilité. Il faut définir des normes, des référentiels qui soient des référentiels opposables, en particulier aux industriels du numérique santé, c'est-à-dire des normes, des référentiels qui vont être exigeantes et qui vont permettre à ce que des solutions numériques santé répondent à ces référentiels pour pouvoir développer des services et, comme vous l'avez compris, pour que ces services arrivent dans des plateformes numériques. Voilà, on est là sur les leviers, un titre d'exemple, des leviers qui sont organisés par un État, l'État français, pour développer les usages du numérique santé. Et probablement la France, grâce à ça, va pouvoir prendre beaucoup d'avance sur l'utilisation par les patients dans le réseau de l'assurance maladie nationale, tel que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour bénéficier de tous les bénéfices dont je parlais tout à l'heure en matière de numérique santé. Voilà, j'ai terminé ma présentation et bien totalement à votre écoute sur les différentes questions que vous pourriez me poser et le débat qui va s'engager maintenant. Merci Christophe Jacquinet pour ce bel exposé. Y a-t-il des questions sur l'écran ou dans la salle? J'en ai une. Vous n'avez pas insisté sur les aspects réglementaires.
qui, moi, me paraissent importants, à la fois pour garantir pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé, que tous ces systèmes fonctionnent au mieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, je n'ai pas trop insisté là-dessus parce que le thème de mon exposé proposé était les usages et les bénéfices pour les patients, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'usage et de bénéfice de patients s'il n'y a pas de facteurs clés de succès qui permettent de développer ces usages. C'était l'objet de la dernière partie de mon intervention. Mais sur la réglementation, on a évidemment une réglementation générale qui est le RGPD, la réglementation européenne sur la protection et l'accès aux données. Vous avez en matière de e-santé cette fois-ci, donc là, ce n'est pas une réglementation générale. En France, vous le savez peut-être, il y a une petite dizaine d'années, quand on a créé ce qu'on appelle la e-santé, la télésanté en France, on a eu une vision très réglementée de la téléconsultation médicale, de la téléexpertise médicale, de la télésurveillance médicale, du télésuivi, de la différence entre ce qu'est un conseil médical, par exemple, et ce qu'est une téléconsultation médicale. Donc en France, nous avons été probablement un des pays du monde le plus avancé sur la définition réglementaire d'une activité de télémédecine, à travers ces 5 types de télémédecine dont je viens de parler, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, le télésuivi, la téléassistance. C'est les 5 types de télémédecine qui existent en France. Cette réglementation-là a été beaucoup copiée par d'autres pays dans le monde. Je pense en particulier aux 3 pays d'Afrique du Nord, Maghreb, Tunisie, Maroc, beaucoup copié par de nombreux pays d'Afrique, parce qu'en fait, c'était une référence de réglementation sur éviter l'usage d'outils numériques de télémédecine qui seraient détournés de leur objectif. Je prends l'exemple, par exemple, de la téléconsultation médicale. Il y a des choses qu'on peut faire en téléconsultation médicale, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en téléconsultation médicale. On a un cadre réglementaire en France, par exemple, sur la téléconsultation médicale qui est très strict. N'importe quel médecin ne peut pas être remboursé pour une téléconsultation médicale s'il ne connaît pas le patient, s'il ne l'a jamais vu, s'il y a une offre concurrente, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, sur la partie réglementaire, pour répondre à votre question, il y a une partie réglementaire donc, sur la télémédecine. Et puis, bien évidemment, on a, et de plus en plus, je le crois, tout un pan de la réglementation qui va évoluer sur les questions de cybersécurité au sein des établissements de santé en particulier. Et puis après, il y aura d'autres aspects réglementaires en matière d'usage de data santé, évidemment, dans le cadre du Health Data Hub, qui n'ont pas encore fini d'évoluer. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, autres commentaires? Je ne vois pas de main se lever. Non. Bien. Écoutez, merci beaucoup, Christophe. Comme vous l'avez dit, vous avez fourni une adresse Internet. Donc, pour les participants, si vous souhaitez avoir plus de détails sur tous les aspects qui ont été présentés cet après-midi, n'hésitez pas. C'est sûr que tout ça est en train de se mettre en place, que les systèmes sont très différents d'un pays à l'autre, à la fois pour la complexité des autorisations, mais aussi sur la façon pour ces différents systèmes de trouver leur business plan. On a vu dans le cas de numérique et agriculture ce matin que c'est également une des difficultés auxquelles se heurtent ces approches numériques qui, sur le papier, permettent de faire des choses merveilleuses. Mais il y a un moment où la question se pose toujours de savoir qui paie. Et comme vous l'avez dit, aux États-Unis, ce sont les grandes compagnies d'assurance qui couvrent ça, mais toute la population n'est pas assurée aux États-Unis, loin de là. En France, nous bénéficions de la sécurité sociale, mais c'est un cas assez particulier. Bon, pas en Europe, où beaucoup de pays ont le même principe, mais au niveau mondial, c'est certainement peut-être une espèce d'exception. Et c'est intéressant certainement pour les personnes qui viennent d'autres pays de comprendre comment, en effet, chaque pays
essaye de mettre en place des systèmes qui permettent de développer ces applications. Gérard Rouquayrol le disait hier dans sa présentation sur les plateformes numériques, que le grand intérêt des plateformes numériques, c'était à la fois de permettre un accès au plus grand nombre, à la fois clients ou fournisseurs, mais qui permettait aussi probablement à terme de diminuer les coûts. Et donc, dans un système qui est très contraint comme celui des coûts de la santé, de permettre d'avoir une meilleure couverture médicale pour une population dont on sait que ça croît chaque année de 2,5 à 3,5% selon les pays, de maîtriser aussi ces coûts qui sont quand même à terme insupportables. Donc, on ne peut pas penser qu'in vitam aeternam, on continuera à soigner les gens de la façon au prix où ça coûte aujourd'hui.